En somme, vous pouvez faire des budgets bons, moins bons, faire des économies, des dépenses. Si c'est mal géré, eh bien finalement, vous ne réglez pas le problème français, c'est-à-dire l'absurdistan, nous dit Pascal Perry, qui est donc là, vous l'avez compris, sur ce plateau. Pascal, vous nous dites partout en France, tout le monde se mêle de tout, donc l'argent est mal dépensé, c'est ça le vrai problème français. On va faire la visite de l'absurdistan, de votre absurdistan dans quelques instants, puis on va en parler. Alors à tout de suite. Toujours donc dans ce grand dossier avec Pascal Perry, Benjamin Coria, avec Valérie Nataf et Guillaume Roquette. Alors, je le disais il y a quelques instants, voilà ce qui vous attend. Vous pouvez faire des bons budgets, des mauvais budgets, des bonnes dépenses, des économies. Si vous gérez mal l'argent, à la fin de la journée, eh ben vous ne réglez pas le grand problème français. C'est là, c'est à ce moment précis que Pascal Perry vous dit bienvenue en Absurdistan. Pascal Perry, on va faire la visite de cet Absurdistan selon vous, bien évidemment. Allez, lever des impôts pour payer toujours plus des dépenses inutiles, mauvaise organisation. Vous nous faites visiter cet Absurdistan qu'est la France selon vous, avec un premier exemple qui nous amène à l'hôpital de Rodez, c'est ça? Avant de parler de l'hôpital de Rodez, à Rodez, vous avez un maire qui vous dit très clairement aujourd'hui, il a parfaitement raison, en France, tout le monde se mêle de tout. Et c'est ce qui nous amène précisément à l'hôpital de Rodez. L'hôpital de Rodez, donc vous avez en France une politique de santé, une politique qui est décidée par le ministère. Vous avez des ARS, les agences régionales de santé. Vous avez le CHU de Toulouse, puisqu'on est dans la région Occitanie, qui décide ou non de déléguer des médecins spécialistes à l'hôpital de Rodez. Vous avez le directeur de l'hôpital qui gère l'hôpital sous la surveillance du conseil de surveillance, du conseil d'administration. Et donc on a multiplié les échelons. C'est pourquoi moi je parle de gaspillage. Vu que l'argent public, il faut se demander où il passe, puisque les Français sont mécontents des services publics, notamment dans le domaine de la santé. Ils sont mécontents des services publics, mais en même temps, on a un taux de prélèvement obligatoire très élevé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? L'exemple de Rodez. La multiplication des strates, vous savez, des niveaux d'intervention, ça a conduit à ce résultat. Le maire de Rodez, M. Tessard, il me dit plus 500 agents en 20 ans pour le même nombre de lits. Et il me dit, de surcroît, pas de service d'urgence. Il n'y a plus de service d'urgence à Rodez. Ou alors, c'est là l'absurdistan, il faut prendre rendez-vous avec le service d'urgence. Et donc, les communes sont obligées de financer, sur leurs fonds propres, des maisons de santé pour pallier les insuffisances des hôpitaux parce qu'ils sont mal gérés. Vous avez un deuxième exemple à nous donner pour faire la démonstration d'une France absurdistan selon vous, où le principal problème, je le répète, ce serait clairement l'argent serait mal utilisé, et ça nous amène à Clermont-Ferrand. Vous nous racontez pourquoi? Saupoudrage, vous voyez, l'argent est mal utilisé, il est jeté par les fenêtres. Saupoudrage, c'est la complexité du modèle français. On donne juste un chiffre au passage, l'OCDE estime que la complexité nous coûte, alors c'est une estimation qui a une dizaine d'années, 60 milliards d'euros. Vous imaginez en 10 ans l'inflation qu'on a pu prendre. Clermont-Ferrand, donc la capitale de l'Auvergne, si je puis dire, 3 fois plus de fonctionnaires depuis la création de l'agglomération. Vous avez Clermont-Ferrand métropole, vous avez toujours la mairie de Clermont-Ferrand, vous avez toutes les mairies autour, il y a une banlieue si vous voulez. On a aujourd'hui 3 fois plus de fonctionnaires alors que seulement 2/3 des compétences ont été transférées. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui entre les missions de ces administrations décentralisées, les moyens qui leur sont alloués. Ça crée de surcroît du parasitage. Quand tout le monde se mêle de tout, en réalité, Amélie, personne ne s'occupe vraiment des questions. Mais ces exemples qu'on cite dans le domaine de l'administration locale, dans le domaine de la santé, on pourrait les prendre aussi dans le domaine de la culture. Tout le monde fait tout dans le domaine de la culture. L'État, les régions, les départements, les communes. Vous y ajoutez l'Europe. Dans le domaine du sport, dans le domaine du tourisme. Donc il y a une multiplication de strates qui, en réalité, éparpille la ressource publique dont on aurait besoin ailleurs. Donc on peut ne pas être d'accord avec vous. On va voir ce qu'en pense Benjamin Coria. Alors, furie fiscale pour ne régler aucun des problèmes de fond. Vous êtes d'accord avec ça? À moitié seulement. À moitié seulement, parce que je pense qu'il y a un problème fiscal en France. Alors non pas sur le montant, c'est vrai qu'on est un peu au maximum, hein, là. Encore que, il faut bien distinguer fiscalité et prélèvement obligatoire. Et quand on fait des comparaisons internationales, il faudrait rajouter dans les dépenses des ménages ce qu'ils consacrent à la retraite, à la santé, etc., pour voir quel est le véritable reste à payer. Et donc, les comparaisons ne diraient plus du tout la même chose. Bien. Alors, je suis en partie d'accord dans le sens où, oui, dans un certain nombre d'administrations ou de services publics, hein, puisque en l'occurrence là, c'est le cas de l'hôpital qui est donné en exemple, on atteint des niveaux de complexité, voire d'absurdité. Oui, je suis d'accord. Mais il faut
rentrer dans les détails. Il se trouve que le domaine de la santé publique est un domaine que je connais assez bien parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Ma propre analyse, on peut ne pas la partager, hein, mais elle est quand même corroborée par de nombreuses personnes et de nombreux documents. C'est que la complexité et le gâchis, si on peut dire, dans l'hôpital public. Parce que c'est vrai que le public n'est pas entièrement satisfait du service rendu par l'hôpital, notamment depuis, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine d'années. La complexité, elle vient de quoi? Elle vient d'un mode de financement de l'hôpital qu'on a brutalement changé il y a une quinzaine d'années avec ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Ça veut dire que les gens... L'hôpital est payé en fonction des actes qu'il produit. Certains actes sont très bien payés, d'autres sont moins payés. Bien. Résultat, je vais aller au bout de mon raisonnement parce que ça explique vos 500 agents. Résultat, les médecins, le personnel hospitalier passe une grande partie de son temps à coder les actes qu'il a effectués, et comme la direction de l'hôpital est jamais entièrement satisfait du montant qui résulte à percevoir, il recrute des sociétés de recodage qui viennent recoder par derrière. Donc on a toute une bureaucratie qui prive les patients du service des médecins, qui complexifie et qui coûte très cher. Donc on pourrait faire beaucoup mieux et autrement. Mais cette histoire de T2A, elle a été introduite pour calquer... Tarification à l'acte. Tarification à l'acte, pour calquer les modèles venus du privé. Donc c'est important de dire tout ça. Vous êtes d'accord pour dire que le fond de problème, on passe complètement à côté, c'est-à-dire la mauvaise gestion de nos deniers, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins, dépenses, économies, recettes. Quand il y en a, en tout cas, on le gère mal? Oui, je ne suis pas complètement d'accord. Je suis d'accord sur le constat, évidemment. Je veux dire, il suffit de pousser la porte d'une administration pour s'apercevoir que ça n'est pas géré de la façon la plus efficace possible. En revanche, ce que je ne partage pas comme point de vue, c'est l'idée de dire qu'il faudrait tout mettre à plat et qu'il faudrait réfléchir pour savoir comment être plus efficace. Je pense que ça ne marchera jamais. Je pense que la seule façon de baisser la dépense publique, c'est de diminuer l'argent qui est distribué aux administrations. Et c'est comme dans une entreprise. Quand vous réunissez les différents services d'une société en disant bon ben voilà, le chiffre d'affaires est en baisse, donc il va falloir essayer de supprimer les emplois inutiles. Qui sont les gens ici qui ne servent à rien ? Mais personne ne répond oui. Et pour cause, parce que les gens sont de bonne foi, ils sont tout à fait convaincus d'être indispensables au fonctionnement de la société. Et le seul moyen pour s'en sortir, c'est quand il y a un haut niveau, c'est-à-dire le patron de la boîte qui dit « Ok, excusez-moi, mais dans chaque service, l'année prochaine, c'est moins 5% dans les dépenses. » Donc je pense que, malheureusement, l'idée consistant à dire « Il faut une réforme intelligente de l'administration », c'est trop tard. Je pense que la seule solution, c'est le coup de rabot partout. Valérie, puis après on retourne sur le terrain. Rapidement, je trouve que vous avez parfaitement raison, mais alors dans ce cas, expliquez-moi pourquoi on a des cabinets de conseil et l'usage des cabinets de conseil qui a augmenté ces dernières années. Parce que l'administration, n'étant pas elle-même capable de faire cet effort d'introspection, pour des raisons que je viens de vous expliquer, ce sont des dépenses publiques lourdes. Elle croit trouver une solution miracle en disant on va demander à des Bac plus 7 qu'on paye 1000 € la journée de nous trouver les solutions. Et évidemment, elle ne les trouve pas. Beaucoup plus. Sauf éléments. Oui, beaucoup plus. Ça, c'est les juniors. Oui, entre 5 et 10 000 par jour, pardon. Bien sûr, hein. bien sûr. Non, mais ça coûte une fortune. Ça démontre aussi, malheureusement, que les compétences n'existent pas dans l'administration. En un mot, dans une entreprise, quand on veut restructurer, on fait venir des gens de l'extérieur avec un regard nouveau. Ça s'appelle des managers de transition. Il faut faire exactement la même chose là où on en a besoin dans l'administration. Je le disais en introduction, je le disais en introduction de cette émission, il y a une trentaine d'organisations de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se réunissent cet après-midi à Aix-en-Provence pour dire quoi ? Pour dire stop à la folie fiscale, alerte des patrons sur l'avalanche de taxes. C'est pourquoi nous prenons la direction d'Aix-en-Provence. Bonjour Stéphane Benamou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du MEDEF Sud, vous êtes président de PACA Participation. Merci pour votre patience. Groupe de grande surface alimentaire, 550 employés, sauf erreur de ma part, vous me stoppez si c'est le cas. Ma question... Tout à fait, c'est exactement cela. Alors parfait, nous partons sur de bonnes bases. Ma question, elle est toute simple. Dites-vous, aujourd'hui, ça va craquer. Très concrètement, quelles conséquences de ce budget pour vous et comment cela pourrait-il se répercuter directement sur vos salariés ?
Écoutez, madame, si vous m'interrogez, c'est que vous êtes comme moi témoin de l'exaspération des entrepreneurs. Sur ma page LinkedIn, je reçois tous les jours des messages d'entrepreneurs qui disent « ça n'est plus supportable ». Le spectacle auquel nous assistons depuis 3 semaines à l'Assemblée nationale, qui est un spectacle qui vise à défendre les positions des uns et des autres, c'est un spectacle que nous ne pouvons plus, nous, entrepreneurs, sur les territoires, nous, entrepreneurs de terrain, nous ne pouvons plus l'entendre, ce spectacle, et nous ne pouvons plus l'accepter. C'est en ce sens que tout à l'heure, j'ai dit cela suffit. Et lorsque le président de l'UIMM, les industries métallurgiques, qui sont très importantes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, m'a interpellé en disant il faut que nous puissions réunir l'ensemble des branches professionnelles et des fédérations interprofessionnelles. Effectivement, il m'a suffi de claquer des doigts pour réunir la totalité des fédérations professionnelles et la totalité de l'interprofession, de la CPME jusqu'au CJD, en passant par la femme chef d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise et le métier. C'est dire combien, en 5 jours, nous avons réussi à mobiliser sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tout ce qui compte comme entrepreneur et représentation des entreprises. Monsieur, et quand je dis cela suffit, je veux dire que ce sont les postures clientélistes et populistes que nous ne pouvons plus, nous entrepreneurs, accepter sur notre dos. C'est ça le message que je veux faire passer, madame. On va en débattre ici sur ce plateau et avec vous, avant de laisser la parole à nos invités également ici. Je voudrais vous demander si beaucoup des entreprises que vous représentez, qui sont autour de vous, ont l'intention de quitter la France. Je vous pose cette question parce qu'il est paru cet après-midi, cet article du Monde, qui est intitulé « Rester ou partir, les débats sur la fiscalité relancent les velléités d'exode chez les plus fortunés ». Il y a un associé du cabinet d'avocats Cornette Vincent Ségurel qui dit « Nous recevons beaucoup de sollicitations qui s'expliquent par la montée de l'inquiétude chez les dirigeants d'entreprises et chez les investisseurs pour qui les niveaux d'impôts évoqués deviennent insoutenables. » Et il ajoute « Certains ont commencé à s'organiser pour quitter la France au cas où ces projets fiscaux verraient le jour. » Vous voyez, madame, combien nous sommes là encore sur la caricature. Moi, les entrepreneurs, je les côtoie au quotidien. Des grandes entreprises comme Airbus ou CMA, CGM, des entreprises de taille intermédiaire comme la mienne, des PME, des TPE. Il y a d'abord un élément déterminant. Ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à leur territoire, qui ont l'ancrage territorial vissé au corps, madame. Et si aujourd'hui, Rodolphe Saadé, pour le citer, à la tête de CMA CGM, 166 000 collaborateurs, a décidé de créer son siège social à Marseille, alors que je crois que son chiffre d'affaires en France ne représente que peine 15% du chiffre d'affaires, c'est parce qu'il a cet ancrage territorial, cet ancrage local vissé au corps. S'il a décidé de créer son organisme de formation, son centre de formation à Marseille, c'est parce qu'il veut former 1000 collaborateurs de son entreprise à Marseille. Ce sont ces exemples-là de la réalité de terrain, madame, que je veux faire passer. Pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout de mon propos. On reste ensemble pour en parler. On a le temps, c'est ça qui est bien. Vous restez un petit peu avec nous. On va échanger également. Benjamin Coriac, vous entendez ce représentant du MEDEF sur le terrain, aux prises avec sa réalité, qui vous dit maintenant ça suffit et stop aux caricatures. On nous tape sur la tête à longueur de journée. En somme, si je résume très simplement, vous répondez quoi? Effectivement, c'est injuste le sort qui est réservé aux entreprises aujourd'hui? Vous êtes des économistes atterrés. Oui. Non, mais je suis un économiste atterré, mais je me base sur un ensemble de faits. Ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout surpris par le discours qu'on vient d'entendre, à la fois sur le fait que les entreprises petites et moyennes souffrent, c'est absolument évident dans le tissu social français, et que donc on ne leur facilite pas la vie, et sur le fait qu'elles sont attachées au territoire, et que ce grand discours sur « ils vont partir », c'est de l'idéologie en barre, et oui, il s'agit pour l'essentiel de faire peur. Quelle est la vraie question qui est là derrière? La vraie question est le fait que notre économie, l'économie française, est totalement déséquilibrée entre de très grandes entreprises extrêmement prospères. Faut-il rappeler que on a distribué 100 milliards d'euros de dividendes, 73 milliards directement en dividendes et 25 milliards en rachat d'actions. 100 milliards d'euros pour une seule année. Bon, donc on a d'un côté ça et de l'autre côté un tissu français qui est à la peine. Bon, alors, comment dire, il y a quand même une chose que je veux dire.
on ne serait pas dans la mouise dans laquelle on est, parce qu'il faut bien dire que la situation est extrêmement difficile, si les représentants du patronat au plus haut niveau n'avaient pas tenu la position qu'ils ont tenue au moment des négociations sur les retraites. S'ils avaient accepté ce qui était absolument évident, élémentaire, qu'on discute et qu'on rouvre le dossier de la pénibilité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je veux dire, je comprends très bien le discours qui est tenu par l'invité de cette émission, mais on a un décalage entre les très grandes entreprises qui parlent haut, qui tiennent le discours sur la France d'aujourd'hui, et tous ceux en bas qui souffrent, dont les petites et moyennes entreprises. Monsieur Benamou, je vous laisse réagir. Moi, je veux réagir, madame. Je ne peux pas entendre cela. Je ne peux pas entendre ces caricatures et les supposées différences qu'il y aurait entre un entrepreneur à la tête de 166 000 collaborateurs, un entrepreneur de 500 collaborateurs ou de 10 collaborateurs. Ils font le même métier. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Et dire qu'il y a une différence, c'est un mensonge éhonté. Arrêtons de fracturer davantage sur le plan sociétal notre pays. Tout ceci crée inévitablement des peurs. Et quand on agite il faut faire payer les riches, il faut faire payer les grandes entreprises, c'est encore de la caricature et c'est encore l'opportunité d'opposer les différentes franges de la société. Donc je dis stop, arrêtons ces caricatures. L'entrepreneur à la tête d'une grande entreprise, il fait rayonner notre pays. Il est inspirant. Moi, je m'inspire de l'action que mène Rodolphe Saadé à Marseille. Il est inspirant. Il porte haut et fort les couleurs de notre pays. Soyons fiers de ces entrepreneurs. Et je ne suis pas là en train de dire il faut que nous devenions tous des grandes entreprises. Je suis simplement là en train de dire celui-là nous inspire, celui-là fait rayonner la France et celui-là est en compétition face à des Américains et à des Chinois et il se bat véritablement comme un ogre pour défendre son entreprise et notre pays. Pascal Perry, on verra comment Olivier Faure défend la gauche sur la question des patrons aussi juste après, allez-y. Non, moi je veux déconstruire l'idée qu'il y aurait différents types de patrons, différents types d'entreprises. Non mais Benjamin, je suis en désaccord là-dessus. Je vais vous citer 2-3 exemples. On parlait des multinationales. Saint-Gobain, CAC 40. Saint-Gobain, c'est une entreprise qui a de nombreuses unités de production en France, qui fabrique du matériel pour la maison, l'équipement de la maison, les travaux publics, etc., le bâtiment. Ce sont des emplois français. Michelin, localisé à Clermont-Ferrand, c'est aussi une multinationale. LVMH, qui fait travailler 200 000 salariés en France, dont des gens qui ont encore des métiers rares, des métiers du patrimoine qui sont extrêmement valorisés. Les banques, mais aussi Schneider Electric qui développe des solutions intelligentes, Legrand qui est installé à Limoges. Là, je vous ai cité des boîtes du CAC 40. Ces multinationales, où est-ce qu'elles gagnent leur vie? Elles gagnent leur vie sur les marchés étrangers, en réalité. Et la réalité, Benjamin, qu'on le veuille ou non, c'est qu'elles payent beaucoup plus d'impôts en France. Leur empreinte fiscale en France est supérieure à leur empreinte économique. Moi, je me réjouis aussi de voir ces entreprises aller vendre la France, la production française sur des marchés étrangers. Et je dénonce cette idée un peu folle qui aurait les bons patrons et les mauvais patrons. C'est parce qu'il y a des ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, et des PME qui sont des fournisseurs de ces grandes entreprises que le marché est un tout. Je voudrais qu'on écoute donc Olivier Faure, parole à la défense encore une fois aussi, de la gauche, qui défend son point de vue et les taxes qu'elle a souhaité pousser ces derniers jours. Il dit, en conclusion, vous allez entendre, Olivier Faure, vous avez des entreprises qui se portent très très bien, mais qui sont aussi aidées par l'État. Et regardez. Si vous regardez ce qu'a été le contre-projet que les socialistes ont produit au mois d'août, il ne visait pas les entreprises, mais il visait les hauts patrimoines et les grandes fortunes, ce qui est quand même très différent. Vous avez là des socialistes qui ont toujours eu le sens de l'entreprise et qui n'ont pas pour objectif d'aller spolier ou d'aller faire en sorte que les entreprises ne marchent, soient étouffées. Mais reconnaissez aussi que nous sommes dans un pays où nous vivons certains paradoxes. Vous avez des entreprises qui se portent très très bien et qui sont très aidées par l'État. Allez-y Guillaume. Oui,
Moi, je suis doublement pas d'accord avec ça. D'abord, cette distinction entre petit et grand patron. Une grande entreprise, c'est une petite entreprise qui a réussi, qui s'est développée. Et donc, je pense que c'est pas une bonne idée de leur couper les ailes parce que elles ont un impact, en particulier les entreprises industrielles, sur tout le tissu de PME qui sont autour. On peut pas faire cette séparation-là. Ensuite, l'idée que les grandes entreprises sont beaucoup aidées. Mais les grandes entreprises, elles payent beaucoup d'impôts. Il faut jamais oublier une chose, c'est que le seul organisme qui crée de la richesse en France, c'est l'entreprise. Et nous, quand on paye des impôts, on paye des impôts pourquoi ? Parce que nos employeurs respectifs nous ont versé un salaire. On paye la TVA parce que, grâce à notre salaire, on peut consommer. Donc, la base de tout, le cœur du réacteur, c'est l'entreprise. Et c'est elle qui est taxée. Donc, quand on dit on aide les entreprises, c'est pas vrai. On leur rend une partie de ce qu'on leur a pris. Et pourquoi est-ce que c'est indispensable ? Parce que le niveau d'imposition et de charges sur les entreprises françaises est plus élevé que chez nos voisins. Et donc c'est la seule solution pour maintenir la tête hors de l'eau, c'est de temps en temps de faire des exonérations qui ne sont encore une fois qu'une forme de remboursement. Le désaccord de Benjamin Constant. Non, je peux pas, vraiment tout ce que vous voulez, mais je peux pas laisser dire il y a que les entreprises qui créent de la valeur. Les entreprises créent de la richesse. Les entreprises créent de la valeur à partir du système de transport, du système de santé, du système d'éducation, du système de recherche public, à partir des administrations qui font régner l'ordre dans ce pays. Mais c'est pas ça qui rapporte les impôts. Comment ? C'est pas ça qui rapporte les impôts. Un professeur à la Sorbonne est extrêmement utile. Mais le salarié de l'administration, il paye ses impôts. Mais oui, mais de quoi vous parlez là ? Non, mais attendez. Si vous voulez parler du système fiscal, on peut en parler. Le système fiscal, une de ses tares, et vous le savez très bien, c'est que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus pèsent très peu par rapport à la fiscalité indirecte, c'est-à-dire à l'ensemble de ce que nous sommes, nous, les consommateurs français. Donc je veux dire, le discours sur l'entreprise fait tout, il est juste inacceptable. Alors, il est juste inacceptable. Vous allez l'accepter parce que c'est le débat. Mais qu'elles aillent au Tchad, parce que là-bas, il n'y a pas d'impôts, parce que là-bas, il n'y a pas de charge sociale, et tout ira bien. Pourquoi ils n'y vont pas ? Monsieur Benamou est toujours avec nous en direct. Je sais que vous voulez réagir. Vous voyez bien que toute l'infrastructure sociale qui est fournie est un élément essentiel de la valeur. Messieurs, ne parlez pas tous en même temps. Je vous assure que c'est inaudible. On retourne voir notre invité sur le terrain. Pardonnez-moi, Pascal. La gauche dit qu'il n'y a pas de folie fiscale, il y a de la justice fiscale. Est-ce que, après tout ce que vous venez de dire, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut débattre de justice fiscale dans notre pays ? Écoutez, moi je voudrais dire, je voudrais lancer deux messages. Le premier, d'abord, dans notre pays, c'est 90% de TPE et de PME et de TI dans notre pays. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs indépendants et patrimoniaux qui portent leur entreprise et qui contribuent au développement économique et social de leur territoire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est arrêtons les caricatures. Je vous en supplie, arrêtons les aides aux entreprises. Arrêtons de penser un seul instant que ce n'est pas l'entreprise qui crée la valeur, la richesse et l'emploi dans notre pays. Il n'y a pas d'autre création de richesse que celle-ci. C'est à travers le travail, à travers l'investissement que nous développons un pays. C'est tellement naturel. Et je lance un appel, si vous me le permettez, madame. Moi, j'invite Olivier Faure, j'invite l'économiste atterré, je crois que vous avez dit, à venir dans mon entreprise. Venir découvrir ce qu'est un compte d'exploitation et la façon dont nous travaillons dans l'entreprise et ce que nous versons chaque année en termes de charges sociales et de charges fiscales. Et un dernier mot, madame, à propos des impôts de production. Là encore, ça n'est plus acceptable et ça n'est plus tolérable. Dit autrement, un impôt de production, c'est un impôt qui pénalise les entreprises, plus elles se développent et plus elles payent. Or, le métier de l'entrepreneur, c'est de développer son entreprise. Donc il faut que ces impôts de production disparaissent totalement de la sphère fiscale que nous subissons dans notre pays. Ça, c'est votre appel. Les appels se multiplient du côté des patrons depuis plusieurs jours maintenant. Il y a eu aussi l'appel d'industriels ce week-end. 90 entreprises industrielles qui dénoncent, je cite, des mesures ciblant les trésoreries des entreprises qui s'accumulent, qui alertent sur le projet de budget 2026, dénonçant une surtaxation. On ne peut pas saluer l'industrie d'une main et creuser sa tombe de l'autre, disent les signataires. Et parmi eux, le patron de Dassault Aviation, président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, la présidente de ST Microelectronics, le président de la Fédération des industries ferroviaires, le patron de ArcelorMittal et
je peux aussi citer le patron de Michelin, qui s'est à nouveau exprimé, il persiste et il signe. Il dit, on parle beaucoup d'une meilleure répartition de la richesse, mais on oublie qu'avant de mieux la répartir, il faut d'abord la créer. Et il ajoute, le poids de la dépense publique pèse trop lourdement sur les salaires. Le poids des taxes pèse aussi sur nos capacités d'investissement et d'innovation. Et pour être tout à fait complète, quand je vous dis qu'il persiste et qu'il signe, rappelez-vous son audition il y a quelque temps qui avait marqué les esprits sur le poids des charges pour les entreprises et pour les salariés. Regardez. On aime être en concurrence, mais il faut que si vous jouez au foot, il y a une équipe qui a 11 joueurs et vous en avez une équipe qui a 22 joueurs et qui peut prendre la balle avec la main, c'est pas le même jeu. Or, aujourd'hui, les règles du jeu, elles sont pas réellement équitables. Les coûts salariaux. On va prendre 100 € bruts versés en France. Le coût pour l'entreprise, pour 100 € bruts versés en France, le coût moyen pour l'entreprise, c'est 142. Le salarié, lui, va toucher 77,5. D'accord ? Donc, pour 100 versés, ça coûte à l'entreprise 142 et le salarié va toucher 77,5. Les mêmes 100 € versés en Allemagne, l'entreprise, ça va lui coûter 120 et le salarié va toucher 80. Donc c'est normal qu'en France, les salariés râlent. Alors, Pascal Perry, Benjamin Corrigan dans la foulée. Allez-y, Pascal. Oui, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, et on peut se mettre d'accord là-dessus. Ce pays voudrait que le travail paye. On ne peut pas fiscaliser le travail et dire en même temps que le travail paye. Alors, on a un problème qui est celui du financement du modèle social. Le choix français, qui a été un choix politique des gaullistes, des communistes et de quelques autres, c'est de financer la protection sociale par le travail. Moi, je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est bien quand les salariés produisent leurs propres droits. Ça s'appelle assurance chômage, assurance maladie, assurance retraite. Maintenant, si on veut véritablement relancer l'activité dans ce pays, je crois qu'il faut rappeler ces règles simples. Tout part de la production. Tout à l'heure, je vous disais, peut-être que je n'ai pas été assez loin, la production, c'est l'association du capital et du travail. C'est l'association du capital et du travail qui produit la valeur ajoutée dans les entreprises du secteur privé. Et c'est grâce, Benjamin, de mon point de vue, à la création de valeur dans le privé qu'on a aussi des services publics. C'est pas les services publics qui ont enfanté le privé. C'est dans les deux sens. C'est le privé qui finance le service public. Et c'est très bien comme ça. On finance l'école. Non mais... c'est pas mon point de vue, mais qu'importe, on peut être en désaccord là-dessus. Oui, il faut en effet s'intéresser à la question du travail. C'est la base de tout. Le patron de Michelin rappelle quelque chose d'extrêmement simple. Et il faut le faire d'abord parce que c'est une charge pour les entreprises et c'est une frustration pour les salariés. La frustration, c'est que on dépense beaucoup. Une partie significative de la valeur ajoutée est orientée vers les salaires et les cotisations sociales, mais les salariés ne le voient pas. Donc il faut trouver une solution. Benjamin Corrigan. La question, c'est la suivante. Il est exact que le net à dépenser, si je peux dire, dans le système du salariat français est faible. Il est plus faible que dans d'autres pays. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que au-delà de ce net à dépenser, l'éducation est gratuite, l'hôpital est quasiment gratuit, et jusqu'à présent, on avait un système des retraites qui est un des meilleurs du monde. Donc, je veux dire, ce net à dépenser, immédiatement, il est compensé par un ensemble de services ou de services monétaires qui font que le niveau de vie parvient à être à peu près correct pour la majorité des Français. De toute façon, la question de savoir si ce système est bon, à savoir beaucoup de prélèvements obligatoires, pas des impôts, des prélèvements obligatoires qui sont restitués ensuite. Cotisations sociales. Voilà, des cotisations qui sont restituées. Mais évidemment, on oublie de le dire. Bien. Donc la question de savoir si il faut changer l'équilibre, c'est pas tel ou tel gouvernement élu, on ne sait pas très bien comment, pour 5 ans, qui doit le décider. C'est des questions sociétales. Et personnellement, si je me réjouis du retrait de la réforme sur les retraites, c'est que enfin ça va être tranché dans un grand débat national à l'occasion des prochaines présidentielles. Mais jusqu'à présent, 80% des Français qui subissent les prélèvements obligatoires voulaient conserver notre système de retraite. Je dois remercier Stéphane Benhamou qui nous a accordé plus de temps que prévu. Merci beaucoup d'ailleurs, Monsieur Benhamou, président du MEDEF Sud, est-ce que président vous m'autorisez une dernière réaction, madame? Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'autorisez une dernière réaction? Allez-y, monsieur. Simplement un message, pardonnez-moi de prendre un peu de votre temps, mais
il y a un message qui est très clair. C'est un message qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Aujourd'hui, les prélèvements sociaux, la charge et les salaires nets ne sont plus acceptables dans un pays comme la France. Or, c'est bien à travers ces prélèvements-là que nos collaborateurs, mes collaborateurs, ne peuvent plus terminer leur mois décemment et qu'ils sont obligés de systématiquement réclamer des acomptes. Vous savez, dans mon entreprise, je verse plus de 20% de participation et d'intéressement à nos collaborateurs. Malgré cela, les collaborateurs ont des difficultés, ils n'arrivent pas à terminer. Dire que c'est grâce aux prélèvements sociaux que nous arrivons à mieux vivre, c'est encore une fois, certes, pour partie exacte, mais pour partie totalement infondée. D'ailleurs, aujourd'hui, j'entends, moi, ce budget dont on parle exclusivement des recettes. Je suis curieux de la façon dont on va aborder le volet dépenses. Est-ce que, une bonne fois pour toutes, l'ensemble de l'État et collectivités locales et territoriales vont baisser drastiquement les dépenses pour qu'effectivement, ce que nous avons vécu, nous, entreprises, en 2025, où nous avons été amenés à payer 13 milliards de charges et de taxes additionnelles, ne se reproduise pas en 2026, alors même que le budget qui a été débattu il y a maintenant 3 semaines augmenter la charge de 14 milliards. Merci Stéphane voilà la Benhamou. réalité de terrain que subissent les entreprises et leurs collaborateurs. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Madame. Président du MEDEF Sud, président de PACA Participation, un groupe de grandes surfaces alimentaires. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre, Valérie Nataf. Et après, on prend la direction du Portugal, d'une certaine manière. Rapidement, ce qui me frappe dans le débat que nous avons, on peut être d'accord, pas d'accord les uns avec les autres, tout cela, c'est que dans cet immense désordre politique que nous connaissons et que nous voyons depuis 3 semaines et même avant, pour être très honnête, les voix qui portent le plus sont celles qu'on entend en règle générale moins, qui sont un peu plus en sourdine. Ce sont les voix des entreprises, ce sont les voix des syndicalistes. Il y a comme une prise de pouvoir de la société civile sur les questions politiques et économiques, parce que les politiques ne sont plus là, pour faire leur travail. Leur travail, ça consiste à quoi ? Ça consiste à préparer l'avenir, et de moins en moins, nos politiques préparent l'avenir. Bon. Alors Pascal, vous écrivez également dans votre tribune aujourd'hui comment un pays avec de tels atouts qui vont des cerveaux bien faits aux infrastructures, au patrimoine, de la géographie, a-t-il pu se laisser reléguer alors que ses voisins comme l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal se redressent et s'affirment. Et en effet, on vous a déjà parlé sur ce plateau du miracle espagnol. Maintenant, ce serait le Portugal qui serait une leçon à retenir pour la France. Mais on va voir ensemble que tout n'est pas si simple. On dit aussi du Portugal un miracle économique, mais un désastre social. D'abord, on va tout poser ensemble, Pascal Perry, le Portugal. L'excédent budgétaire dégagé par Lisbonne depuis 2 ans fait pâlir d'envie nombre de démocraties européennes. Comment, Pascal, le Portugal a-t-il redressé ses comptes publics quand la France, on l'a dit, s'enfonce ? Alors en 2010, le Portugal, dans les années 2010, le Portugal est dans une situation très, très difficile, très douloureuse, à tel point que la Troïka, on appelle la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, le FMI interviennent pour soutenir le pays qui est en voie d'effondrement, si vous voulez. Alors pour ça, effectivement, la Troïka va imposer un certain nombre de décisions, qui sont des décisions douloureuses. Vous avez raison de le dire. C'est des privatisations. Alors c'est pas nécessairement douloureux, les privatisations, mais par exemple, l'équivalent de l'EDF, qui s'appelle l'EDP au Portugal, est privatisé, puis quelques grandes entreprises, notamment du secteur bancaire. On va baisser les indemnités chômage, on va augmenter le temps de travail, la retraite. L'âge de la retraite passe à 66 ans et 7 mois et va d'ailleurs augmenter dans les mois qui viennent. Vous auriez pu ajouter à ça des suppressions d'emplois dans le secteur de la fonction publique, la suppression du 13e et du 14e mois pour les fonctionnaires. Donc ce sont des mesures qui sont douloureuses. Les impôts augmentent, les droits des salariés baissent. C'est le traitement de choc. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Et vous allez voir que le Portugal, aujourd'hui, recueille les bénéfices de cette politique. Alors, il y a toujours une face cachée, si vous voulez. Le Portugal avec un budget en excédent. Bon, vous allez me dire, c'est formidable. On dit que le budget portugais est excédentaire. Ça donc fait 2025, bien dans le paysage. Plus 0,3, 2026, plus 0,1. Alors, c'est le déficit primaire. Vous savez, c'est hors le déficit primaire, c'est-à-dire hors le remboursement des intérêts d'emprunt. Mais tout se paye en économie. Évidemment qu'il y a eu un appauvrissement des Portugais aujourd'hui, que la situation sociale s'est dégradée. Vous savez, il y a un vieux débat économique. Un vieux débat économique qui date, Benjamin ne me dira pas le contraire, des mercantilistes. La question, c'est qui doit être riche ?
l'État, les entreprises ou les salariés. On ne peut pas être riches tous en même temps. Donc il faut que certains fassent des efforts. Et comme la situation du Portugal était une situation tragique sur le plan budgétaire, la recette qui a été appliquée, c'est de la chirurgie de guerre, a produit de la misère sociale. Mais aujourd'hui, le SMIC augmente. Au Portugal, les impôts baissent. Il y a cet effet de bord qui est absolument central aujourd'hui, c'est l'exil des jeunes. Un jeune sur 3 aujourd'hui, entre 15 et 39 ans, vit à l'étranger parce que le Portugal, les entreprises portugaises ne proposent plus suffisamment d'emplois et suffisamment d'emplois correctement payés, correspondant à des qualifications. Merci beaucoup Pascal. Je vais résumer la problématique, l'équation ainsi. Est-ce que pour redresser la situation économique en miroir de notre pays, de la France, il nous faut renoncer à notre modèle social? Guillaume Roquette. Je pense que, en tout cas, effectivement, il va falloir faire ces efforts. Pour dire les choses un peu crûment, il va falloir souffrir ce que les Français refusent absolument. Le péché originel de ce budget, c'est que la première mesure de Sébastien Lecornu, ça a été de dire les efforts, on verra plus tard, on repousse la réforme des retraites. Et évidemment, quand on a installer cet état d'esprit-là, c'est très difficile de revenir derrière. Là où je serais peut-être un petit peu moins pessimiste que Pascal, c'est que je pense que l'histoire n'est pas finie pour le Portugal. Il est certain que, pour reprendre la métaphore ou la parabole du malade, quand on vous opère et que vous sortez du bloc, vous n'êtes pas frais. Et il faut du temps pour être convalescent et pour reprendre des forces. Mais il me semble que dans ces pays du sud de l'Europe, qu'on appelle les PIGS, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, ils ont tous fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils travaillent davantage et ils dépensent moins. Mais vous souhaitez la même chose pour le pays, Guillaume Roquette, hausse de taux de chômage, hausse de la précarité des travailleurs, pension de retraite, c'est le plus bas de la zone euro. Oui, mais le Portugal, d'abord, a toujours été... Le Portugal est historiquement un pays qui est en retard sur les pays du nord de l'Europe en termes de richesse et de pauvreté. Je reformule, est-ce que c'est un coût acceptable à payer pour la France pour retrouver un niveau budgétaire acceptable? Je pense que malheureusement, les Français n'y sont pas prêts. Et je crois qu'on a beaucoup de marge avant d'en arriver à la situation du Portugal. Ce qu'on propose, c'est simplement d'avoir un tout petit peu moins de déficit. On est très très loin d'avoir cet excédent primaire dont parlait Pascal Perry à l'instant. Je vous propose, moi je me permets juste d'ajouter ce qu'a dit Carlos Tavares sur le plateau de David Pujadas il y a quelques jours, le grand patron, qui dit qu'il faut effectivement regarder avec attention ce qui se passe au Portugal. Il y a du bon, mais il faut relativiser. Ça va un petit peu loin. Il ne faut pas considérer que tout va bien au Portugal, loin s'en faut. C'est vrai que les chiffres macroéconomiques sont bons, mais la population et la classe moyenne n'est pas contente au Portugal. Il y a une forme de grève larvée, de défaut d'initiative, de défaut d'énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas bien en ce moment au centre de la pyramide de la société portugaise. Donc tout n'est pas parfait. Mais... L'ancien PDG de Stellantis. Oui, il y a une différence fondamentale entre la France et le Portugal, c'est qu'au Portugal, il y a finalement assez peu d'épargne. Alors, vous avez une diaspora qui envoie de l'argent au pays aujourd'hui, on peut considérer que c'est de l'épargne offshore. La différence avec la France, c'est qu'on a 6 250 milliards d'euros d'épargne financière dans ce pays. Si je vous dis les choses différemment, pour en revenir à qui doit être riche, l'État, les entreprises ou les ménages, pendant la période du Covid et la période post-Covid, en réalité, l'État a transféré beaucoup de revenus aux ménages, qui sont devenus de l'épargne aujourd'hui, de l'épargne dormante notamment, c'est-à-dire d'une certaine façon improductive. Donc l'État s'est endetté pour enrichir les ménages. Benjamin Corria. Écoutez, vous savez, bon, j'ai plus 25 ans, donc l'histoire de l'herbe est plus verte ailleurs, je la connais. Je la connais. On nous a fait le modèle japonais, après on nous a fait le modèle allemand, après on nous a fait le modèle danois. Maintenant, on nous fait le modèle portugais. Alors franchement, le modèle portugais, avec un jeune sur 3 qui ne peut pas vivre dans son pays, plus ce qui a été dit, franchement, ça veut dire qu'on est à court d'arguments. Voilà. Alors, par contre, ce que vient de dire Pascal Perry, sur le fait qu'on a en France une énorme épargne des ménages, dormante, et en tout cas sur laquelle l'utilisation doit être repensée pour permettre de redynamiser l'effort de réindustrialisation, ça me paraît un vrai sujet. Ça me paraît un vrai sujet. Parce que pour le moment, cette épargne, elle est réutilisée dans des circuits sur lesquels on peut très largement discuter. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Voilà. Donc,
qu'on me parle de ça, qu'on me parle de l'avenir, qu'on me parle de donner des perspectives à la jeunesse. Vous savez, je suis prof, moi, donc je veux dire, c'est une situation que je vis absolument tous les jours avec les jeunes étudiants. Et là, je suis partant. Mais qu'on me dise, mettons un tiers de notre jeunesse à l'étranger et rééquilibrons notre déficit primaire, parce que si on ajoute les intérêts, on retombe dans le déficit. Non, c'est pas un modèle, c'est pas un modèle. J'entendais une journaliste portugaise qui expliquait une des différences entre la France et le Portugal, c'est que par exemple les prêts garantis par l'État pendant la période du Covid, en France, il faut les rembourser dans les 2-3 ans, je crois. C'est 12 ans au Portugal. Alors, je ne sais pas si on a encore les moyens de pouvoir prêter autant d'argent pendant 12 ans, mais ça explique aussi une partie du miracle économique portugais. Je voulais vous soumettre une phrase d'un ancien ministre de l'économie qui s'appelle Michel Sapin et qui estime qu'il y a encore de la marge avant d'arriver au ras-le-bol fiscal dans notre pays. Il dit que les gens paient des impôts, c'est la moindre des choses. Il y a encore un peu de marge dans notre pays. Allez-y, Guillaume. Là, je crains que oui. Je crains que oui, parce que d'abord, les gens, très largement, ne se rendent pas compte que quand ils touchent 100 sur leur feuille de paye, leur patron paye 200. Et puis parce qu'il y a des contreparties à ça, Benjamin Correa le disait très justement, il y a un système social auquel les Français sont justement attachés. Et puis malheureusement, ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui sont des producteurs de richesse, aujourd'hui, ils sont minoritaires. Et que donc il y a une majorité de la population, d'abord à cause de la pyramide des âges, aussi à cause de la générosité de notre système social, qui veut que rien ne change. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il n'y a pas de révolte fiscale imminente dans notre pays. Ce sera la conclusion. Il nous reste 1 minute, Benjamin Correa. Oui, moi je pense aussi qu'il y a des marges, parce que notre système fiscal, il est quand même marqué par des très grandes inégalités. Et il y a aussi des marges pour améliorer la dépense. Et j'ai aucun doute là-dessus. L'efficacité de la dépense. Voilà, mais ça, c'est des programmes pluriannuels. Ça veut dire qu'il faut repenser l'hôpital, par exemple. C'est évident qu'il faut repenser l'hôpital. Et qu'il y a des économies à faire, tout en améliorant, sans doute, les performances de l'hôpital. Donc, oui, je pense qu'il y a des marges. Sachons les utiliser. Sachons les utiliser. Merci beaucoup Benjamin Correa, merci Pascal Perry, merci Guillaume Roquette et Valérie Nataf d'avoir participé au grand dossier. Merci à vous de nous avoir regardés. Maintenant,